Marie-Antoinette. Rien que ce nom, ça évoque tout de suite le faste de Versailles, des coiffures complètement folles et bien sûr une fin tragique sous la guillotine. Mais bon, au-delà de la caricature, vous savez, la reine super dépensière, qui était-elle vraiment? Alors ce qu'on va faire, c'est oublier un instant le mythe et remonter le temps. On part de son enfance à Vienne jusqu'à ses tout derniers jours à Paris pour suivre le destin incroyable de la dernière reine de l'Ancien Régime. Et c'est là qu'on touche à toute la complexité du personnage. D'un côté, on a une icône de mode absolue, une pionnière dont l'élégance et le destin tragique fascinent encore aujourd'hui dans le monde entier. Et de l'autre, on a l'Autrichienne, Madame Déficit, une reine détestée, la cible des pamphlets les plus violents, accusée de tous les problèmes du royaume. Comment est-ce qu'une seule et même personne a pu cristalliser des images aussi opposées? C'est ce grand paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour bien comprendre ce personnage, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. D'abord, on va se pencher sur ce fameux contraste entre l'icône et la tragédie. Ensuite, on plongera dans sa jeunesse d'archiduchesse à Vienne. Puis, on verra pourquoi son mariage, c'était avant tout un coup politique. On la suivra dans ses débuts, très difficiles à la cour de Versailles. Et enfin, on analysera comment, une fois devenue reine, son impopularité est montée en flèche, presque inévitablement. Alors, commençons par planter le décor. Marie-Antoinette naît en 1755 à Vienne et elle meurt guillotinée en 1793 à Paris. Elle n'a que 37 ans. Sa vie, c'est une trajectoire à la fois fulgurante et absolument tragique. D'archiduchesse d'Autriche, elle devient reine de France et de Navarre en 1774. Et il faut bien retenir ça. Elle est la toute dernière reine de ce qu'on appelle l'Ancien Régime, un monde qui va littéralement s'effondrer sous ses pieds. Allez, on rembobine, plongeons dans ses origines. Tout commence à Vienne, vraiment au cœur de l'empire des Habsbourg. Marie-Antoinette, c'est la 15e enfant de l'impératrice Marie-Thérèse, une femme de pouvoir qu'on surnommait la Grande, et de l'empereur François Ier. Elle grandit donc au sein de la famille la plus puissante d'Europe centrale, avec une fratrie immense autour d'elle. Son enfance, elle est faite de moments assez légers, mais aussi de drames. En 1762, il y a cette anecdote célèbre, sa rencontre avec le jeune prodige Mozart. La légende dit même qu'il l'aurait demandé en mariage. Mais 3 ans plus tard, en 1765, c'est la tragédie. Son père, qu'elle adorait, meurt subitement. Et déjà, son avenir commence à se préciser. Dès 1768, son destin français se met en marche, avec des leçons de français de plus en plus intensives. Mais attention, sa préparation pour devenir reine a une énorme faille. Son éducation, elle est totalement concentrée sur le maintien, la danse, la musique, bref, tout ce qui relève du paraître. L'idée, c'est d'en faire une princesse parfaite pour briller en société. Sauf qu'elle ne reçoit quasiment aucune formation politique. Pour vous donner une idée, à 10 ans, elle a encore du mal à lire et à écrire correctement. Et ce manque de préparation va se révéler dramatique quand elle va devoir faire face aux intrigues de la cour de France. On en arrive maintenant à l'événement qui va complètement sceller son destin, son mariage. Et là, il faut tout de suite oublier l'idée d'une histoire d'amour. C'est de la pure manœuvre politique. À cette époque, les mariages princiers sont des outils diplomatiques. Sa mère, Marie-Thérèse, est passée maître dans l'art d'utiliser ses enfants comme des pions pour servir les intérêts de l'Autriche. Et Marie-Antoinette, eh bien, elle est la pièce maîtresse d'une toute nouvelle alliance avec la France. Et au cœur de tout ça, il y a un concept géopolitique majeur, le renversement des alliances. Il faut imaginer un peu le truc. Pendant des siècles, la France des Bourbons et l'Autriche des Habsbourg ont été des ennemis jurés. Mais voilà, de nouvelles puissances montent, comme la Prusse et la Grande-Bretagne, et ça change la donne. Alors ces 2 vieilles dynasties rivales décident de s'unir. Le mariage entre Marie-Antoinette, une Habsbourg, et le dauphin Louis-Auguste, un Bourbon, c'est le symbole, le sceau de cette réconciliation historique. C'est pour ça qu'une jeune fille de 14 ans devient soudainement une pièce essentielle sur l'échiquier européen. Son arrivée en France est marquée par une cérémonie à la fois très symbolique et assez brutale, la remise de l'épouse. Ça se passe le 7 mai 1770 sur une petite île au milieu du Rhin, en terrain neutre. Et là, on lui retire absolument tout ce qui la rattache à son pays d'origine. Elle est littéralement dépouillée de son passé autrichien avant d'être rhabillée de la tête aux pieds à la mode française. C'est un rite de passage incroyable où elle cesse d'être Marie-Antonia pour devenir Marie-Antoinette, la dauphine de France. Et dès son arrivée à Strasbourg, elle montre qu'elle veut vraiment jouer le jeu, embrasser son nouveau rôle. Alors qu'un officiel s'adresse à elle en allemand, elle le coupe tout de suite. Sa réponse est hyper ferme. Non, ne parlez point allemand, s'il vous plaît. À dater d'aujourd'hui, je n'entends plus d'autre langue que le français. Malgré son jeune âge, elle a déjà compris l'importance des symboles. On passe maintenant à son arrivée à Versailles. Imaginez la scène. Elle a 14 ans, elle est seule,
et elle débarque dans l'univers le plus compliqué et le plus codifié d'Europe. Forcément, les défis sont immédiats et ils sont immenses. Elle doit apprendre à naviguer dans un véritable océan d'intrigues, de jalousie et de règles qu'elle ne connaît absolument pas. Pour elle, le choc culturel est total. La cour de Vienne, où elle a grandi, était beaucoup plus simple. La famille impériale avait une certaine forme d'intimité. Versailles, c'est tout l'inverse. L'étiquette, c'est une machine impitoyable qui contrôle chaque seconde de la vie. L'intimité, ça n'existe pas. La cour est un nid d'espions, un panier de crabes, et la jeune dauphine, habituée à plus de simplicité, a un mal fou à trouver sa place là-dedans. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre problème, beaucoup plus intime et destructeur, vient s'ajouter. 7 ans. C'est le temps incroyablement long qu'il faudra pour que son mariage avec le dauphin soit consommé. Cette année de rumeurs humiliantes, de moqueries cruelles et d'une pression énorme qui vient des deux cours, autrichienne et française. Ce problème conjugal est une source d'angoisse terrible pour Marie-Antoinette, et ça menace même les fondations de l'alliance politique. À la cour, elle est tout de suite affublée d'un surnom par les tantes du roi Louis XV, un surnom qui va la poursuivre toute sa vie, l'Autrichienne. Et quand on le prononce, c'est avec mépris. Ce n'est pas juste un rappel de ses origines, non. C'est une façon de la marquer au fer rouge, de la désigner comme l'étrangère, l'ennemi potentiel, dans un pays qui a fait la guerre à l'Autriche pendant des siècles. Ce seul mot va nourrir la haine contre elle jusqu'à la fin. Une de ses premières grandes épreuves, c'est l'affaire de la comtesse du Barry, la maîtresse du roi Louis XV. Poussée par les tantes du roi, Marie-Antoinette refuse de lui adresser la parole, ce qui est un affront direct au monarque. La pression devient énorme. Elle finit par craquer le 1er janvier 1772 en lâchant cette phrase minimale et glaciale « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles ». Pour elle, c'est une capitulation, une humiliation publique qui va la marquer très profondément. Faisons un bond en avant. En 1774, Louis XV meurt. À 18 ans, Marie-Antoinette devient reine de France. On pourrait croire que les choses vont s'améliorer pour elle, mais c'est tout le contraire. Son accession au trône va intensifier les attaques. Elle devient la cible parfaite pour toutes les critiques, toutes les frustrations du royaume. Son image publique va se dégrader à une vitesse vertigineuse. Alors, pourquoi cette impopularité ? En fait, c'est un cocktail de plusieurs facteurs qui vont créer une image désastreuse. D'abord, on continue de l'accuser d'être une espionne à la solde de l'Autriche. Ensuite, il y a ses dépenses. Elles sont réelles, c'est vrai, mais elles sont complètement déformées, exagérées, ce qui lui vaut ce surnom terrible de « Madame Déficit ». En plus, elle s'entoure d'un cercle d'amis très fermé, comme les Polignac, et ça attise toutes les jalousies. Et pour couronner le tout, le fait que l'héritier tarde à venir ouvre la porte aux pires calomnies. C'est sur ce terreau que vont naître des rumeurs d'une violence inouïe. Et il faut vraiment mesurer la violence de ces attaques. On ne parle pas de simples critiques politiques, là. On parle de libelles, des textes pornographiques, haineux, qui circulent partout dans le royaume. On la décrit comme une nymphomane, une prostituée babylonienne, une infâme tribade, c'est le mot de l'époque pour désigner une femme homosexuelle. Ces calomnies, bien que totalement fausses, vont complètement détruire sa réputation et construire d'elle une image monstrueuse dans l'opinion publique. Alors, pour conclure, la question reste entière. Est-ce que Marie-Antoinette est une simple victime, une jeune princesse étrangère qui a été broyée par les rouages impitoyables de la cour de France et par une époque de changements radicaux? Ou est-ce que ses propres choix, sa légèreté, son envie de s'affranchir de l'étiquette et peut-être son manque de flair politique ont-ils contribué à forger son propre destin tragique? La réponse, finalement, se trouve sans doute quelque part entre les deux, dans la complexité d'une vie qui, aujourd'hui encore, continue de nous fasciner et de nous interroger.